Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour mon 4e point lecture, donc je vais vous présenter des livres que j'ai lus début juillet. Je vais pas pouvoir vous présenter toutes mes lectures de juillet puisqu'il y en a beaucoup trop et cette vidéo serait interminable. On commence sans plus tarder. Ok, let's go! Tout d'abord, je vais vous parler de Nous les menteurs de Hull publié chez Gallimard Jeunesse. Ensuite, je vous parlerai de Je suis ton soleil. De Marie Pavlenko, ici publié dans la collection Capsule de Flammarion. Puis nous parlerons de Appuyer sur étoile de Sabrina Ben Salah publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Je vais aussi vous parler d'un superbe album illustré par Benjamin Lacombe, il s'agit de Blanche-Neige publié chez Milan. Ensuite je vais vous parler d'un roman historique, Le pavillon des orphelines de Joanna Goodman, publié aux éditions Pocket. Puis je vous parlerai de la suite d'un comics que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Ronin Island publié aux éditions Kinaï, donc ici je vous parlerai du tome 2. On enchaînera sur les œuvres graphiques avec mon avis sur Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana publié aux éditions Akata. Toujours aux éditions Akata, je vous parlerai de Our Colorful Days de Gengoro Taga. Puis une sortie dont on a beaucoup entendu parler, La fiancée de Kirakas, donc publié chez la collection R. Et enfin je vous parlerai du premier tome de La faucheuse de Neil Shusterman, lui aussi publié chez la collection R. 12 seconds later. Je viens de commencer à tourner cette vidéo et un orage vient de se déclarer lui aussi. Ça fait un bruit pas possible et il est hyper proche. One eternity later. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Nous les menteurs de Hull publié chez Gallimard Jeunesse. Cette lecture a malheureusement été une déception, même si elle reste une bonne lecture tout de même. En fait ce livre il m'a été recommandé de très nombreuses fois et du coup j'en attendais énormément et malheureusement ça l'a pas trop fait avec moi. Je n'ai pas été surprise par la fin qui était normalement le point fort de ce roman. Dans ce livre nous plongeons aux côtés de Cadence, donc surnommée Caddy, une jeune fille issue d'une famille riche et fière, les Sinclair. Tous les étés elle part avec sa mère sur l'île familiale privée où elle retrouve sa famille et surtout ses cousins surnommés les menteurs. Mais dans ce livre il n'est pas question des beaux étés qu'elle a passés durant son enfance sur cette île. Ici on va faire la connaissance d'une Cadence brisée, une Cadence qui a perdu la mémoire et ne se souvient pas ce qui s'est déroulé l'été 15, c'est-à-dire le 15e été où elle s'est rendue sur l'île familiale. Tout ce dont se souvient Cadence, c'est qu'elle s'est retrouvée en petite culotte sur la plage et qu'elle a été ensuite admise à l'hôpital. Comme elle ne se souvient de rien, Cadence prend la décision l'été 17, donc à ses 17 ans, de retourner sur cette île familiale afin de retrouver la mémoire. Malheureusement le tableau si majestueux de cette famille exemplaire, riche et si fière semble cacher quelque chose. Pourquoi personne ne dit rien à Cadence? Pourquoi personne ne lui dit la vérité sur ce qui s'est passé l'été de ses 15 ans? C'est tout le synopsis de ce livre et je dois vous avouer que je le trouvais très prometteur. Malheureusement cela ne l'a pas fait avec moi, je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages que j'ai trouvé trop distants, on savait trop peu de choses sur eux, on ne connaît rien du passé de Cadence et de ses cousins mis à part ce qui s'est déroulé sur l'île et malheureusement pour moi cela ne suffit pas pour pouvoir s'attacher à des personnages. Aussi le découpage du livre ne m'a pas semblé totalement justifié puisque j'ai trouvé le début très lent et la fin vraiment trop rapide pour le coup. Je n'ai pas été surprise par la fin puisque... j'ai déjà lu un autre livre avec le même schéma, donc je me suis rapidement doutée de ce qu'allait me réserver le final de ce livre. Malgré ses petits défauts, ce livre est terriblement addictif, il a tout d'un petit thriller psychologique vraiment bien construit. Il y a une partie que j'ai vraiment adorée dans ce livre, ce sont les petits contes écrits par Cadence que l'on retrouve au fur et à mesure du livre. En vérité, ces petits contes sont un reflet de la véritable histoire que l'on découvre dans ce livre. Ils sont en quelque sorte le miroir de ce qui s'est réellement passé et de ce que Cassandre va découvrir au fur et à mesure de cette histoire. Cette lecture est donc une bonne lecture, mais elle a malheureusement été ternie par le schéma narratif qui ressemblait beaucoup trop à celui d'un autre livre que j'avais lu précédemment. Je ne vais pas vous citer ce livre aussi puisque je risque de spoiler des personnes qui le lisent ou qui souhaitent lire celui-ci et qui ont lu l'autre livre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. À mes yeux, c'est un livre à découvrir puisqu'il est très surprenant et sort de l'ordinaire, mais tout simplement cela ne l'a pas fait avec moi. Maintenant, on va parler d'une autre lecture que je voulais à tout prix lire cet été, il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion. Dans ce livre, nous allons faire la rencontre de Déborah, une adolescente qui rentre en terminale. Cette année qui se doit normalement être mémorable va être celle de tous les bouleversements pour Déborah. Toute sa petite vie qui est plutôt simple à vrai dire va être bousculée le jour où elle va surprendre son père,
au bras d'une autre femme que sa mère. Et ça sans que celui-ci ne le sache. À partir de ce moment-là, ce secret va ronger Deborah et elle ne va pas oser en parler. S'ajoute à ça Héloïse, son amie qui la délaisse pour un garçon. C'est à ce moment-là que Migalman entre dans sa vie. S'ensuivent alors des aventures périlleuses, originales et simplement pleines de vie, puisqu'elles sont toutes simples et vraiment réalistes. Dans ce livre, nous suivons une histoire plutôt triste, mais c'est sans compter la plume de Marie Pavenko pour égayer le tout. En vérité, la force de ce livre réside dans le fait que l'intrigue, qui est censée être difficile, est ici tournée en une histoire totalement pétillante et pleine de vie. C'est un roman haut en couleurs dans lequel on fait la rencontre de personnages bienveillants qu'on rêve tous d'avoir comme amis. Au début de cette lecture, je dois tout de même avouer que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire à cause de la plume de Marie Pavlenko qui était chargée d'humour et à mes yeux beaucoup trop chargée d'humour. Mais au fur et à mesure de ma lecture, cette sensation s'est atténuée et j'ai finalement trouvé que chaque jeu de mots a fini par trouver sa place dans ce livre et transforme cette histoire en quelque chose de très original et pertinent. Ce livre, ce n'est pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. En fait, c'est comme pour Nous les menteurs. J'en avais tellement entendu parler en bien que j'en attendais énormément et pour le coup je pense que ça a freiné mon coup de cœur, mais je ressors de cette lecture plutôt nostalgique. Même si l'on ne lit qu'une partie de la vie de Deborah dans ce livre, on a l'impression de la connaître depuis toujours et du coup de la quitter c'est assez compliqué. J'ai vraiment adoré le personnage de Deborah pour son franc-parler, tout comme ses amis qui sont tous plus adorables les uns que les autres et plein d'humour. Du coup je ne ressors pas de cette lecture avec un coup de cœur mais avec l'agréable impression d'avoir été comprise par les personnages et d'avoir assisté à une tranche de vie importante de la vie de Deborah que j'ai vraiment l'impression d'avoir connue. C'est une sensation que j'adore et du coup je vous recommande de tout cœur de découvrir ce livre pour découvrir à votre tour l'histoire de cette jeune fille, de ses amis et de sa famille. L'une de mes premières lectures de juillet a été Appuyée sur étoile de Sabrina Ben Salah, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Ce petit livre qui ne fait même pas 200 pages a été vraiment une superbe lecture. C'est une ode à la vie, à l'amour et au sentiment. C'est vraiment le genre de livre que je recommanderais à tout le monde puisqu'il est tout simple. C'est un contemporain jeunesse vraiment accessible à tous. On y suit Avril, une jeune fille qui ne s'ennuie aucunement dans sa vie. Avril, c'est une jeune fille bien entourée, que ce soit par son ami Tariq, passionné par la cuisine, sa grand-mère ou son père. Elle n'arrête pas de courir dans tous les sens. Mais un jour, la maladie de sa mémé refait surface et Avril n'a aucune idée du temps qui lui reste à vivre. Elle a beaucoup de mal à l'accepter. Mais Avril est une jeune fille pleine de ressources et lorsque sa mémé lui affirme qu'elle rêve de toucher les étoiles, Avril va tout faire pour que le rêve de sa mémé se réalise. J'étais déjà convaincue que cette lecture allait être bouleversante rien que par son titre, sa couverture et son résumé. Mais en fait, ce que ce livre cache, c'est bien plus que tout ça. C'est vraiment une histoire pétillante, bouleversante que j'ai adorée. Appuyée sur étoile, c'est un concentré de partage et de belles émotions qui nous donne envie de croire en tous nos rêves et de tenter l'impossible pour les réaliser. J'ai adoré ce livre notamment pour la touche de poésie et la magie des mots de Sabrina Ben Salah puisqu'elle a une plume vraiment très douce, attentionnée et tendre. Un autre point que j'ai adoré dans ce livre, c'est le dialogue intergénérationnel qu'installe l'autrice puisque l'on croise dans cette histoire plusieurs mémés aux côtés d'Avril. Cette histoire, elle fait passer du rire aux larmes, on s'attache aux personnages principaux comme aux personnages secondaires et tous les messages que délivre ce livre sont vraiment positifs, que ce soit sur le choix d'une orientation professionnelle. Ici, Avril est encouragée par ses proches pour son choix de travailler dans la coiffure et je trouve ça vraiment super puisque dans la plupart des romans, j'ai l'impression que les ados suivent une voie générale et que les voies professionnelles et technologiques ne sont pas mises en avant. Pour le coup, ce n'est pas le cas dans ce livre et rien que pour ça, j'ai adoré les choix de Sabrina Ben Salah. L'histoire est découpée de façon très méticuleuse et cela en fait un récit addictif et ce, grâce en partie aux calligrammes insérés au fur et à mesure du texte. Comme je l'ai dit dans ma chronique, Appuyée sur étoile fait partie de ces livres qui ont quelque chose de fort en eux, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, même s'il est très court et que l'histoire semble très simple. Bon, seul point négatif, c'est que j'aurais aimé suivre Avril beaucoup plus longtemps que simplement 200 pages. À mes yeux, c'est le seul petit truc qui manque à cette histoire, mais en vérité, je pense que c'est aussi un choix très important de Sabrina Ben Salah que de faire de ce récit quelque chose de court, de succinct, dans lequel tout se réalise très rapidement et de façon très belle. Maintenant, je vais vous parler d'un album. Il s'agit du conte de Blanche-Neige écrit par Jacob et Willem Grimm, et ici, c'est un album illustré par Benjamin Lacombe, publié aux éditions Milan. Dans cet album, il n'y a rien de très innovant, mis à part le travail graphique de Benjamin Lacombe qui est une nouvelle fois une énorme réussite. On y découvre l'histoire de Blanche-Neige à travers plusieurs styles graphiques et plusieurs techniques, toujours tirées de l'incroyable imaginaire de Benjamin Lacombe. Ce qui fait la force de cet album, c'est tout simplement le fait que l'on a l'impression de rencontrer une nouvelle histoire de Blanche-Neige, une autre vision de ce conte, tout en restant très fidèle à celui des frères Grimm. En effet, dans ce livre, rien ne change dans l'écrit, mais c'est simplement les illustrations de Benjamin Lacombe et la façon dont il les traite qui changent notre regard sur le conte. Je pense notamment aux illustrations comme celle-ci, qui sont des illustrations qui sont quasiment pleines pages et sur lesquelles on peut redécouvrir les personnages avec des éléments que l'on voit dans aucune autre adaptation graphique du conte, notamment ici par le serpent. Il y a d'autres planches qui sont un peu plus fantastiques, mais qui reflètent tout de même parfaitement l'histoire,
le récit écrit par les frères Grimm et c'est ce que j'ai totalement adoré dans cet album. Une autre planche que j'ai adorée dans ce livre, c'est celle-ci, c'est une double page qui est traitée en noir et blanc et qui contraste énormément avec les autres illustrations peintes de Benjamin Lacombe. Bon, ce n'est pas la seule de l'album, mais c'est celle qui me semble la plus forte puisqu'elle est totalement isolée du texte et permet ainsi de lire le conte simplement grâce aux illustrations. On peut totalement faire abstraction du texte et comprendre l'histoire. Bref, cet album c'est un coup de cœur comme les autres albums que j'ai pu découvrir de Benjamin Lacombe. Une nouvelle fois, c'est un travail très minutieux et vraiment plongé dans une rêverie éloignée des contes de Disney. Donc vraiment, les albums de Benjamin Lacombe, je vous les recommande de tout cœur. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre bouleversant qui m'a passionnée. Il s'agit de Le Pavillon des Orphelines de Joanna Goodman, ici publié aux éditions Pocket. Dans ce livre, nous nous retrouvons au Québec dans les années 1950 et nous allons suivre deux femmes, Maggie et sa fille Elodie. Maggie est très jeune quand elle tombe enceinte de son voisin et ses parents la contraignent à abandonner son enfant. Nous suivons alors Maggie dans cette épreuve très difficile, mais aussi Elodie, sa fille, qui va grandir dans des conditions précaires à l'orphelinat. Quelques années après cet abandon, une loi déclare que les orphelinats vont devenir des hôpitaux psychiatriques. Ainsi, Elodie est considérée comme des milliers d'autres orphelins québécois comme une malade mentale. De son côté, Maggie a refait sa vie, elle décide tout de même de retrouver Elodie, sa fille qu'elle a abandonnée de nombreuses années plus tôt. Ce livre est terriblement émouvant et bouleversant, et je dois vous avouer qu'on n'en découvre pas beaucoup plus que ce qui est écrit dans le résumé, mais ce n'est pas là l'importance du livre, puisque toutes les émotions sont inscrites à travers les personnages, et c'est une histoire bouleversante qui doit être découverte de A à Z et non pas simplement par un résumé. Le fait de ne pas en découvrir plus que de ce que le synopsis souligne, cela rend ce livre encore plus grandiose, puisqu'il est tout simplement bouleversant par la façon dont tous les sujets sont abordés à l'intérieur. L'histoire de ce livre se déroule sous fond de conflit entre les Canadiens français et les Canadiens anglophones, et il dépeint avec une justesse assez incroyable l'impact de ce conflit sur le destin de deux femmes en devenir qui sont inconsciemment liées. Le drame de la séparation d'une mère et de sa fille cache de nombreuses autres horreurs dans ce livre. J'ai été énormément touchée par la cruauté dont certains personnages secondaires font preuve dans son livre, mais je trouve que la façon dont Joanna Goodman les dépeint très intéressante et pertinente. Bien qu'une histoire d'amour vibrante se cache dans ce livre, il faut retenir que c'est une histoire très difficile et troublante à lire et qu'elle n'est peut-être pas accessible à tous. Bref, j'ai vraiment adoré ce roman historique qui retrace une partie de l'histoire que l'on ne connaît pas et dont on parle peu, et la plume addictive et vraiment captivante de Joanna Goodman a transformé la cruauté de cette histoire en quelque chose de bouleversant et d'important à lire. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un tome 2, c'est le second tome de Ronin Island, publié aux éditions Kinaï, et c'est une lecture que j'adore tout particulièrement puisque c'est un comics et je n'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre et que pour le coup j'ai vraiment accroché. Donc je vais vous parler en partie du premier tome pour ne pas spoiler le second, mais mon impression sur le premier tome se répercute entièrement sur le second puisque c'est une continuité d'histoire qui est vraiment similaire. Donc dans Ronin Island, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique médiéval. En réalité, on se trouve en Asie au 19e siècle, juste après une catastrophe nommée le Grand Vent qui a dévasté la Corée, la Chine et le Japon. Nous faisons la rencontre de Hana et Kenichi, des guerriers en devenir que tout oppose, mais qui vont devoir se rassembler pour combattre un ennemi plutôt terrifiant. Ces deux enfants vivent sur la paisible île nommée Ronin Island. Sauf qu'un jour, un émissaire du shogun débarque sur l'île. Ils vont rapidement se rendre compte que ce n'est pas lui la plus grande menace, mais quelque chose de bien plus dangereux que la volonté de pouvoir du shogun. Ce sont les créatures nommées les Bionin. Bionin. Ce sont des créatures mutantes nées après le grand vent qui ravagent tout sur leur passage. Donc dans le premier tome, on a déjà affaire à de nombreux rebondissements, c'est une lecture super riche qui avance très très vite, mais je dois vous avouer que dans le second tome c'est autre chose. L'histoire avance vraiment très vite, on fait plein de découvertes et le récit s'enrichit page après page. Dans le premier tome, je trouvais les personnages immatures et inconscients et on se rend rapidement compte qu'ils grandissent à vue d'œil, notamment dans le second tome où les deux adolescents prennent leurs responsabilités en main et font des choix très importants. Dans ce second tome, on retrouve une nouvelle fois la graphie si particulière et très colorée que j'avais déjà adoré dans le premier tome. Le synopsis, bien qu'empreint de science-fiction, est très original et crédible, et je pense que c'est un comics qui peut parler à tous les lecteurs d'œuvres graphiques puisqu'il s'adresse à tous les âges, et à partir du moment qu'on accepte les graphismes forts et assumés, je suis sûre que le travail de ces auteurs peut vraiment plaire. On continue sur les œuvres graphiques et cette fois-ci c'est avec un manga au format assez spécial. Il s'agit de Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana, publié aux éditions Akata. C'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée car elle
elle est très originale. Dans ce manga autobiographique, on fait la rencontre d'Asana, un adulte homosexuel qui raconte sa vie quotidienne à travers des planches bourrées d'anecdotes et d'humour. On part à la rencontre de la communauté LGBT+, que l'on ne connaît pas toujours très bien, et ce à travers le regard bienveillant et pédagogique d'Asana. Asana s'exprime de façon très simple et prend le temps d'expliquer à son lectorat chaque mot, chaque propos, chaque terme qu'il évoque dans ce manga, et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment car il associe sa graphie très simple et très originale à des planches éducatives dans lesquelles il est facile de se retrouver. Autre force de ce manga, Asana affirme haut et fort que sa vie et que les exemples qu'il donne ici ne sont pas une généralité. Il démontre alors qu'il n'y a pas qu'une façon de vivre son homosexualité, et je trouve cela vraiment important. Ce manga m'a beaucoup appris, et pas seulement sur la communauté LGBT+, puisque Asana aborde notamment les relations, que ce soit les relations amicales et professionnelles, ainsi que l'acceptation de soi et des autres. Bref, Asana n'est pas hétéro est un manga proche du roman graphique, tant dans la graphie très spéciale de Asana Sakuma, que dans la façon dont celui-ci aborde son histoire et traite ses planches. C'est tout simplement un manga à lire pour sa douceur, pour sa pertinence, mais aussi pour la bienveillance qui réside dans ses planches. Il est très enrichissant et didactique, du coup je ne peux que vous le recommander et j'espère que vous le découvrirez à votre tour. On continue sur la lancée manga, une nouvelle fois avec une parution des éditions Akata. Il s'agit de Our Colorful Days par Gengoro Tagame. Dans ce manga, nous faisons la rencontre de Sora, un adolescent secrètement amoureux de l'un de ses camarades, Kenta. Dès les premières pages de ce manga, nous comprenons l'orientation sexuelle de Sora, mais aussi le fait que c'est un jeune homme tourmenté. Sora n'a jamais parlé à quiconque de son orientation sexuelle et ce secret lui pèse. Nous suivons donc la solitude et l'enfermement de ce jeune homme jusqu'au jour où celui-ci fait la rencontre d'un homme, un étrange personnage qui lui dit qu'il l'aime. Dans ce manga, il y a de nombreuses planches très bien réalisées qui retracent métaphoriquement la vie de Sora. J'ai vraiment adoré ces planches, notamment celle où Sora perd pied et se noie dans les illustrations de Gengoro Tagame. Bien que ce manga soit très introductif, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui est simple, vrai et touchant et dans lequel on est dirigé avec douceur. Je trouve que Gengoro Tagame aborde l'orientation sexuelle avec beaucoup d'humilité et c'est ce qui fait la douceur de son trait et de son histoire. L'histoire a beau être calme et simple, elle n'en est pas moins réfléchie et se termine dans ce premier tome sur un beau cliffhanger. Pour le moment, les thèmes sont plutôt survolés, donc j'attends la parution du second tome pour pouvoir affirmer que cette saga de manga est une réussite. Pour le moment, à mes yeux, c'est un sans faute. Le prochain livre dont je vais vous parler, malheureusement, c'est une déception. Il s'agit du nouveau livre de Kirakas, La Fiancée, publié chez la collection R. En commençant ce livre, j'avais déjà quelques petites appréhensions, notamment car il est question d'un triangle amoureux et ce n'est pas ce que je préfère dans les romans. Et en lisant ce livre, mes craintes se sont confirmées puisque j'ai trouvé l'héroïne plutôt naïve et un peu trop dépendante des hommes, ce que je n'apprécie vraiment pas dans les œuvres de fiction. Dans ce livre, nous suivons Hollis Bright, une jeune femme qui est promise à un excellent avenir puisque le roi Jamensun est tombé sous son charme. Malheureusement, elle va faire la rencontre d'un autre garçon qui va faire épancher son cœur et alors qu'elle croyait avoir un destin tout tracé, Hollis Bright va devoir remettre tout en cause. Pour moi, ce synopsis était tout de même prometteur puisqu'il engageait des relations différentes et à mes yeux, Kirakas aurait pu en profiter pour mettre en avant toutes les qualités d'écriture qu'elle avait réussi à mettre en place dans la sélection. Je pense notamment à l'univers royal qu'elle exploite merveilleusement bien dans la sélection mais qui à mes yeux ici est beaucoup moins approfondi, notamment car on ne parle que de la vie au château puisque Hollis Bright n'est pas un personnage qui a beaucoup de pouvoir et qui est engagé dans la politique de la cour. Elle n'est qu'une femme et ça, il s'est vraiment mis en avant dans l'histoire, ce qui m'a malheureusement vraiment déplu. On a le droit qu'aux histoires de coquetterie de cette jeune femme, à ses choix de robe, et pour moi ce n'est pas ce qui est attendu d'un livre qui est destiné à un lectorat jeunesse et young adulte, puisque l'héroïne me semble trop superficielle. Bon, là je ne dis que du mal de ce livre, mais en vérité je l'ai trouvé très addictif et j'ai adoré la fluidité de la plume de Kirakas. Aussi les intrigues de la cour et les histoires de pouvoir m'ont pas mal plu, mais j'en ressors tout de même vraiment déçue puisque j'en attendais énormément et que pour moi le simple défaut de cette héroïne plutôt superficielle a suffi à faire chambouler toute l'histoire et à faire de ce livre une déception. Et maintenant, dernier livre de ce point lecture qui est un énorme coup de cœur. Il s'agit du premier tome de La Faucheuse de Neal Shusterman publié chez la collection R. C'est un roman dystopique young adulte absolument fabuleux et très bien pensé qui délivre de nombreux messages et que je vous recommande de tout cœur parce que c'était vraiment mais absolument incroyable. Nous avons affaire à une histoire passionnante, à un univers riche, recherché et bien exploité, une plume addictive mais surtout des personnages profonds et des réflexions d'envergure. Franchement, je pense que rien qu'avec ce que je vous ai dit là, vous devriez déjà être parti acheter ce livre. Dans ce premier tome, nous plongeons dans un futur où la mort a été vaincue et la justice est régie par une intelligence artificielle appelée Thunderhead qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout et qui est capable de tout juger, sauf les faucheurs. Mais face à la démographie inexorablement croissante, cette société idyllique a été obligée de mettre en place un groupe de personnes pour réguler la population. Il s'agit des faucheurs, ce sont des personnes qui sont aptes à tuer et autorisées à le
le faire. Mais maintenant, imaginez que cette communauté, la communauté des faucheurs, ne soit pas sans faille. Que se passerait-il? C'est là toute la richesse de ce roman dans lequel on va faire la rencontre de Citra et Rowan, deux apprentis, qui vont apprendre aux côtés de Maître Faraday à devenir faucheurs. Ce sont des personnages avec une mentalité forte et très impressionnante pour des adolescents, et cela m'a beaucoup impressionné. Maître Faraday est quelqu'un de moralement impressionnant, mais on va rapidement se rendre compte que ce n'est pas le cas de tous les faucheurs. Sous l'ouverture d'une histoire sanglante se cache un récit extrêmement riche avec de nombreux questionnements en lien avec l'humanité. Ainsi, Neal Shusterman pose des questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur la religion, mais aussi sur la morale et les croyances, et ce avec beaucoup de dextérité. Ce livre a beau détourner la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui, il n'en ressort pas moins une caricature de notre société et de la façon dont nous appréhendons la vie. Neal Shusterman questionne avec beaucoup d'humilité l'humanité et ses dérives, et ce à travers les personnages très matures de Citra et Rowan. Nous suivons tour à tour leur regard sur la profession de faucheur et leur évolution qui va devenir très différente au fil des pages. J'aurais énormément de choses à dire, que ce soit sur la morale des personnages, sur la relation des apprentis avec leur maître, mais aussi sur les dérives des faucheurs, mais je ne veux pas vous spoiler cette petite pépite que je vous recommande de tout cœur. D'ailleurs, moi j'ai déjà acheté le second tome et j'ai vraiment hâte de le lire, je me le réserve pour la rentrée pour passer vraiment un excellent moment dedans, d'autant plus qu'on m'a dit que le tome 2 était encore mieux que celui-ci. Étant donné que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome, je ne doute pas que je vais adorer le second. Voilà pour ce 4e point lecture de la chaîne. J'espère que les livres dont je vous ai parlé vous ont plu ou vous tentent. Je vous attends dans les commentaires pour répondre à vos petites questions et discuter avec vous de ceci. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner, vous connaissez le refrain. J'espère vraiment de tout cœur que la vidéo vous a plu. Un prochain point lecture arrive prochainement pour que je puisse vous parler de mes toutes dernières lectures, celles qui sont les plus récentes. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Thank you.